Bonjour. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'énigme de la matière noire. Alors, comme le sujet est vaste et complexe, je le diviserai en deux vidéos distinctes. On s'est douté de l'existence de la matière noire dès les années 1930, à l'occasion de mesures de vitesse de galaxies regroupées au sein d'amas. Les calculs effectués par l'astronome suisse Fritz Zwicky faisaient ressortir que si l'on ne retenait que la masse visible des galaxies, eh bien celles-ci auraient dû se détacher les unes des autres, compte tenu de leur vitesse propre très élevée. Or, les galaxies restent groupées et les amas sont stables. L'explication la plus plausible est donc l'existence d'une masse invisible qui les maintient par la gravitation, mais qui manque dans le bilan lumineux. Les mesures ultérieures ont démontré qu'il devait y avoir au moins 10 fois plus de matière noire que de matière lumineuse dans les amas de galaxies. Une seconde preuve indirecte est venue de l'étude des vitesses de rotation des galaxies spirales. Alors celles-ci sont des systèmes aplatis de gaz et d'étoiles qui tournent sur eux-mêmes, et les vitesses de rotation devant normalement être plus élevées près du centre qu'au bord, en vertu des lois de Kepler. Or, à la fin des années 1960, plusieurs astronomes, notamment l'américaine Vera Rubin, ont constaté que la vitesse de rotation cessait de décroître à partir d'une certaine distance au centre, puis restait à peu près constante très loin, jusque dans les régions où l'on n'observe quasiment plus d'étoiles lumineuses. Cela implique la présence de matière noire bien au-delà des limites du disque galactique, peut-être répartie dans un halo étendu et sombre, concentrique à celui dans lequel se répartissent les amas d'étoiles très compacts qu'on appelle les amas globulaires. Alors depuis, un grand nombre d'autres observations sont venues consolider cette hypothèse de la matière noire au point qu'elle est aujourd'hui un ingrédient omniprésent en astronomie et en cosmologie. Alors sa présence est rendue nécessaire aussi dans les modèles de formation des galaxies, afin de permettre la condensation des premières structures sur une durée aussi courte que celle qui est constatée, à savoir quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. L'étude des mirages gravitationnels permet quant à elle de retracer la distribution de matière visible et invisible qui est présente dans les objets, c'est-à-dire les galaxies ou les amas de galaxies, faisant office de loupe ou de lentille gravitationnelle, et là encore, eh bien, au moins 10 fois plus de matière noire que de matière lumineuse sont nécessaires pour rendre compte des observations. Enfin, l'explication du spectre des anisotropies du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire, de façon plus simple, la distribution des irrégularités de température dans le premier rayonnement qui a été émis par l'univers alors qu'il n'était âgé que de 380 000 ans, eh bien cela exige une part aussi importante de matière noire dans la composition initiale du cosmos. Les derniers recensements, qui combinent un ensemble d'observations de nature différente, nous conduisent à estimer assez précisément cette part. La matière lumineuse, donc à savoir les quelques 1000 milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles, eh bien, ne représente actuellement, je dis bien, que 0,5% de la substance totale de l'univers observable, c'est-à-dire 5 millièmes, ce qui est littéralement stupéfiant. Donc en fait, 68% du total sont dus à une forme d'énergie non matérielle et antigravitante, qu'on a appelée l'énergie sombre, et qui fait l'objet d'un chapitre à part. Donc reste 32% pour la matière sous toutes ses formes, question qui nous occupe dans la vidéo d'aujourd'hui, et sur ces 32%, eh bien 95% sont absolument invisibles au télescope. Alors, trouver évidemment la nature de cette matière noire, c'est l'un des casse-têtes de l'astrophysique moderne, d'autant qu'elle est loin d'être distribuée en plus de manière uniforme. C'est ainsi par exemple que la galaxie Dragonfly 44, qui a été découverte en 2015 et dont la masse est comparable à celle de la Voie lactée, semble composée à 99,99% de matière noire. Et à l'inverse, une autre galaxie, NGC 1052 DF2, si vous voulez tout savoir, qui a été découverte en mars 2018 et qui est située dans notre voisinage à 65 millions d'années-lumière, serait, elle, totalement dépourvue de matière noire. Alors de nombreuses hypothèses ont été formulées quant à la nature de la matière noire.
La première qui vient à l'esprit consiste logiquement à dire que la matière noire, elle est uniquement composée de tous les corps célestes qui sont trop peu lumineux pour être observés par nos instruments. Alors une partie viendrait de la poussière interstellaire et de grands nuages d'hydrogène moléculaire froid. Une autre partie proviendrait d'étoiles sombres réparties dans les halos des galaxies et que l'on désigne couramment sous le nom collectif de MACHO. MACHO, c'est l'acronyme de Massive Compact Halo Objects, d'objets massifs compacts dans le halo. Alors elles comprennent donc les vestiges refroidis d'étoiles mortes, que sont les naines noires, les étoiles à neutrons et les trous noirs, les naines brunes, qui sont des petites étoiles trop peu massives pour briller par allumage de réactions nucléaires en leur centre. Alors au-dessus d'un millième de masse solaire, les machos sont suffisamment massifs pour faire office également de micro-lentilles gravitationnelles. Donc on peut utiliser cet effet pour obtenir une borne supérieure à leur présence dans les halos des galaxies. Les nombreuses observations accumulées depuis plus de 20 ans, comme notamment l'expérience européenne EROS, qui voulait dire en fait expérience de recherche d'objets sombres, ont conclu que moins de 8%, moins de 8% de la masse noire du halo galactique pouvait être sous la forme de ces machos. Donc quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de poussière interstellaire, de nuages d'hydrogène froid ou de machos, tous ces corps célestes sont constitués de particules bien connues qui forment les atomes, c'est-à-dire les protons et les neutrons, qui sont collectivement appelés des baryons, étant entendu que la masse des électrons, qui forment aussi les atomes, est bien trop petite pour jouer un rôle dans cette affaire. Or, il existe une contrainte de tout autre ordre sur la densité maximale de la matière baryonique dans l'univers. En effet, l'un des grands succès des modèles de Big Bang a été d'expliquer les abondances observées des éléments chimiques légers, c'est-à-dire donc l'hydrogène, l'hélium et leurs isotopes, comme le deutérium par exemple ou le tritium. Ces éléments ont été en fait produits lors d'une très brève phase dite de nucléosynthèse primordiale, datant des 3 premières minutes de l'univers. Et leur proportion donne la valeur de la densité de protons et de neutrons dans le jeune cosmos. Alors ensuite, par la loi d'expansion, cette dernière fournit donc la densité actuelle de matière baryonique, visible et noire, et qui est en excellent accord avec les observations. Donc la nucléosynthèse primordiale fournit donc une forte contrainte sur la densité de matière baryonique actuelle. Résultat, elle ne peut pas dépasser 5%. Ça veut dire que donc par rapport aux 32% de matière noire sous toutes ses formes, que j'ai mentionné plus haut, 32% du total, il manque encore 27%. Bon, alors ne soyez pas perdus dans tous ces pourcentages. L'essentiel à retenir dans cette affaire, c'est que dès lors, il y a deux options qui se présentent pour essayer de les expliquer, ces pourcentages. Alors dans l'une de ces options, on abandonne carrément l'idée même de matière noire en considérant que les astronomes se sont complètement trompés dans leurs analyses et qu'il faut plutôt modifier la loi d'attraction universelle de Newton. Alors j'y reviendrai dans une seconde vidéo. Alors l'autre option, qui va nous occuper davantage, elle vient non pas de l'astronomie, mais de la physique des particules, venue à la rescousse avec l'introduction d'une forme de matière dite, de matière noire dite non baryonique. Alors cette approche de physique des particules, elle est bien plus prometteuse que les modifications de la loi de gravité, dans la mesure en fait où plusieurs indices observationnels récents montrent qu'en dehors de la force gravitationnelle, la matière noire, sous quelque forme qu'elle soit, semble interagir très peu, voire pas du tout, avec la matière atomique. La majeure partie, donc, serait de nature différente, c'est-à-dire donc non baryonique, non composée des particules atomiques usuelles, et son énergie produisant toutefois quand même des effets gravitationnels analogues à ceux de la masse. Donc ces particules de matière noire non baryonique se classent en trois grandes catégories. On va dire les chaudes, les tièdes et les froides. Alors commençons avec la matière noire chaude. On l'appelle HDM, pour Hot Dark Matter en anglais. Alors, le terme chaud ne fait pas précisément référence à une température, mais plutôt au fait que les particules qui la constituent sont légères et animées en fait de vitesses proches de celles de la lumière.
Alors on pense bien évidemment, si on connaît un tout petit peu de physique, aux trois espèces de neutrinos qui sont présentes dans le modèle standard de la physique des particules. Alors quasiment insaisissables, hein, car interagissant très peu avec le champ électromagnétique, les neutrinos n'en sont pas moins détectés expérimentalement. On sait même qu'il y en a en moyenne 400 par centimètre cube d'espace, c'est-à-dire un peu plus que de photons, de particules de lumière. Donc il suffirait que le neutrino ait une masse, même très petite, pour rendre compte de la totalité de la matière noire de l'univers. D'ailleurs, le premier article de cosmologie que j'ai publié en 1981 portait justement sur la possibilité que les neutrinos, au sujet desquels à l'époque on ne savait vraiment pas grand-chose, aient une masse suffisante pour fermer l'univers, c'est-à-dire lui donner une densité supérieure à ce qu'on appelle la densité critique, voilà, pour avoir un univers en expansion-contraction. Alors les mesures ultérieures en fait de la masse des neutrinos, qui ont été commencées en 1998 dans un détecteur japonais qu'on appelle le Super Kamiokande et qui sont actuellement poursuivies dans l'expérience allemande de Catherine, n'ont cessé en fait de réduire la valeur possible de la masse du neutrino. Alors c'est vrai, elle n'est pas nulle, mais elle ne dépasse pas 10 puissance au moins 34 grammes, c'est-à-dire 1 milliardième à peine de la masse d'un seul proton, dont la contribution de ces poids plumes à la densité d'énergie totale de l'univers est négligeable, tout en étant quand même, remarquons-le, du même ordre que celle de l'ensemble de toute la matière lumineuse, les 1000 milliards de galaxies, c'est-à-dire 0,5% du total. Alors maintenant, il y a la matière sombre tiède, WDM pour Warm Dark Matter. Elle se constitue d'une espèce encore inconnue de particules qu'on appelle le neutrino stérile. Alors par opposition aux neutrinos normaux, dits actifs en fait, et pas stériles, du modèle standard, eh bien ces neutrinos sont justement qualifiés de stériles car ils n'interagiraient pas avec les interactions électromagnétiques faibles et fortes, ce qui les rend extrêmement difficiles à détecter. Ils interagiraient cependant via la gravité, en fait du fait de leur masse, et si celle-ci est suffisante, ils pourraient rendre compte de la matière noire. Alors le chercheur qui a fourni en fait les premiers outils pour les comprendre, c'est le physicien italien un peu légendaire Ettore Majorana, qui est l'une des grandes figures de la physique théorique du XXe siècle. Alors je rappelle que Majorana a disparu en 1938 dans des circonstances mystérieuses en pleine mer, alors qu'il n'avait même pas 32 ans. Alors comme Isaac Newton auparavant, Majorana n'aimait pas rendre publiques ses idées, de sorte que l'importance de son travail est restée incomprise pendant des décennies, outre sa complexité. Donc l'existence théorique du neutrino stérile découle en fait d'une anomalie qui est constatée dans ce qu'on appelle l'hélicité des neutrinos ordinaires. Alors c'est quoi l'hélicité? Eh bien, toutes les particules du modèle standard possèdent ce qu'on appelle un moment cinétique intrinsèque, c'est-à-dire le spin. C'est un petit peu comme s'il s'agissait de minuscules toupies dont l'axe de rotation serait parallèle au vecteur vitesse. Eh bien, selon que la rotation se fait dans un sens ou un autre, l'hélicité est dite gauche ou droite. C'est une sorte de sens de rotation. Or, tandis que les autres particules du modèle standard, c'est-à-dire les leptons et les quarks, peuvent être aussi bien gauche que droite, eh bien on n'a jamais observé de neutrino droit. Alors par ailleurs, le modèle standard minimal est faux, simplement parce qu'il prédit que les neutrinos ordinaires devraient avoir une masse au repos strictement nulle. Alors justement, la découverte expérimentale de leurs oscillations en 1998, dans l'expérience Super Kamiokande dont j'ai parlé, a forcé les physiciens à les doter de masses effectives, même très faibles, mais non nulles. Et donc c'est pour rendre compte de ces masses et de ces oscillations que les neutrinos stériles ont été introduits dans le prolongement donc, des hypothèses faites jadis par Majorana. Alors les modèles qui les font intervenir présentent plusieurs avantages. Ils permettent par exemple de construire un scénario expliquant, un truc très important, la prédominance de la matière sur l'antimatière, c'est-à-dire dans un processus qu'on appelle la baryogénèse. Mais aussi, il suffirait que les neutrinos stériles, qui auraient été donc produits en grande quantité au tout début de l'histoire de l'univers, aient une masse supérieure à 10 puissance moins 29 grammes, et c'est tout à fait permis par la théorie, pour offrir de bons candidats au titre de particules de matière noire.
Alors on rencontre malgré tout, il y a plusieurs tentatives récentes de détection, comme l'expérience Stéréo en Europe ou Minos aux États-Unis, qui ont échoué et qui rendent leur existence effective de plus en plus problématique, sans l'exclure encore totalement. Alors reste la matière noire froide, c'est-à-dire CDM pour Cold Dark Matter. Elle serait composée en fait de particules plus massives et plus lentes, qu'on dit parfois exotiques, car elles sont prédites uniquement par des théories de physique des très hautes énergies qui sont au-delà du modèle standard de la physique des particules dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Et les deux principaux candidats de ces matières noires froides sont les axions et les neutralinos. Alors l'axion, il n'y a qu'un X, c'est une particule hypothétique, supposée stable, électriquement neutre et extrêmement légère, c'est-à-dire sa masse devrait se situer entre 10 puissance moins 39 et 10 puissance moins 36 grammes. C'est vraiment très très peu. Et elle a été inventée par des théoriciens pour expliquer ce qu'on appelle la symétrie charge-parité dans l'interaction forte. Alors, je vais expliquer un petit peu. Alors son nom, en fait, il est dû à un prix Nobel de physique 2004 qui s'appelle Frank Wilczek et qui lui aura attribué donc ce nom, qui est celui d'une marque de détergent. Parce qu'il considérait que le problème qui entachait la théorie de l'interaction forte, qu'on appelle la chromodynamique quantique, c'est à voir ce problème, c'était la violation justement de la symétrie charge-parité, mais il avait été nettoyé par l'invention de cette action. Alors la théorie suggère en fait que le Big Bang aurait créé une telle multitude d'actions qu'il pourrait finalement expliquer tout ou partie de la matière noire manquante. Alors, à nouveau, l'action, n'interagissant que très faiblement avec la matière, il est très difficile à détecter. Et là encore, de nombreuses expériences, comme CAST au CERN ou ADMX aux États-Unis, ont tenté de le mettre en évidence sans aucun succès. Alors reste le neutralino. Alors, un neutralino, c'est une particule tout aussi hypothétique que l'action, qui est prédite cette fois-ci par les théories de supersymétrie. On a abrégé SUSY. SUSY. Alors ce sont, selon ces théories, cet ensemble de théories, qui sont censées unifier les trois interactions fondamentales du modèle standard, c'est-à-dire, je rappelle, l'électromagnétisme, les interactions nucléaires fortes et faibles, eh bien, toutes les particules fondamentales connues auraient des contreparties dites supersymétriques, plus lourdes, et qu'on appelle des sparticules. Alors SUSY a de nombreux sectateurs, parce que si elle est exacte, eh bien, outre l'unification à très haute énergie des forces fondamentales, elle permettrait de résoudre plusieurs énigmes de la physique. Alors, par exemple, elle donnerait sens à une particularité du boson BEH, qu'on abrège communément le boson de Higgs, que j'ai mentionné dans une vidéo précédente, c'est-à-dire c'est cette particule cherchée depuis si longtemps et enfin découverte au CERN en 2012. Alors, le boson de Higgs, en fait, il interagit avec beaucoup d'autres particules. Et quand on les additionne, toutes ces interactions lui donnent sa masse. Le problème, c'est que le calcul de cette masse en théorie quantique des champs, ça donne une valeur 10 puissance 25 fois plus grande que sa valeur réelle mesurée. Alors, bon, voilà, donc en fait, les hypothétiques particules de SUSY annulent justement les contributions de tous les partenaires réels, ce qui finalement supprime ce gigantesque désaccord entre la théorie et l'observation. Alors SUSY offre aussi d'ailleurs la possibilité d'expliquer la matière noire non baryonique par le biais justement de ces fameux neutralinos. Alors, le neutralino, donc, c'est une combinaison, toujours électriquement neutre, de trois super partenaires. Donc, il y aurait le photino, qui serait donc le partenaire supersymétrique du photon. On ne l'a pas appelé ce photon, mais on l'a appelé photino. Il y aurait le zino, qui serait le partenaire du boson Z0, et il y aurait le Higgsino, qui serait le partenaire donc du boson de Higgs. Alors le neutralino ne peut se former qu'à très haute énergie, par exemple, une fois de plus lors du Big Bang. Et comme il est supposé stable, eh bien il serait très abondant. Et surtout, sa masse étant quand même 100 fois supérieure cette fois-ci à celle du proton, c'est-à-dire 10 puissance moins 22 grammes, eh bien, il pourrait à son tour constituer l'essentiel de la matière noire non baryonique de l'univers. Et donc à ce titre, évidemment, le neutrino fait l'objet de recherches absolument acharnées.
Alors la détection maintenant des neutralinos peut être soit directe, par interaction dans un détecteur, ou création artificielle dans un accélérateur de particules, soit indirecte, via la recherche de leurs produits de désintégration ou d'annihilation, en photons, neutrinos, positrons, antiprotons, tout ce que vous voulez. Alors la recherche directe se heurte à une propriété caractéristique du neutrino, toujours la même, hein, c'est-à-dire à la insensible à l'interaction électromagnétique et par conséquent n'interagir quasiment pas avec la matière atomique dont sont faits nécessairement nos détecteurs. Donc il appartient effectivement à cette vaste famille de particules que l'on appelle en fait collectivement des WIMPs. Alors en anglais, ça veut dire Weakly Interacting Massive Particles. En français, une traduction, c'est des mauviettes. Et à l'instar donc des neutrinos ordinaires, les WIMPs peuvent traverser nos corps par milliards à chaque seconde, mais on ne peut pas en ressentir l'existence. Alors quand même, malgré la très très faible probabilité d'interaction, avec un détecteur assez grand et beaucoup de patience, il devrait être possible de voir de temps en temps un WIMP percuter une particule de matière baryonique ordinaire. Alors, plusieurs équipes dans le monde améliorent sans cesse leurs instruments, le plus souvent souterrains d'ailleurs, pour s'affranchir des autres rayonnements, des rayons cosmiques, et les nombreuses expériences, comme alors il y a eu Edelweiss en France, Xenon en Italie, Lux aux États-Unis, Panda X en Chine, alors, il y en a plein évidemment, vu l'enjeu. Alors, elles n'ont rien détecté, une fois de plus, ce qui a permis évidemment de poser des contraintes tellement fortes que l'existence réelle de ces WIMPs exotiques, elle est vraiment mise en difficulté. Alors au lieu d'essayer de détecter les WIMPs venus du ciel, on peut envisager de les produire artificiellement avec des collisions de faisceaux de particules qui sont effectuées dans les grands accélérateurs. Et la quête se poursuit activement avec le puissant LHC, le Large Hadron, le collisionneur, le grand collisionneur de hadrons du CERN. Alors à cet égard, il y a une anecdote, je ne résiste pas au plaisir de vous la raconter. C'était en 1994, au cours d'un dîner bien arrosé à l'école d'été de physique théorique d'Erice, en Sicile. Eh bien, il y a deux physiciens américains, Kenneth Lane et David Gross, qui font un pari sur la théorie SUSY, qui à l'époque rencontre vraiment la faveur des théoriciens. Alors toujours également à l'époque, aucune particule prédite n'a été détectée, mais les plans du futur LHC sont dessinés, et Lane propose que si la nouvelle machine prouve la théorie de supersymétrie, il offrira à Gross un repas chez Girardet, qui est un restaurant en fait situé à Lausanne et considéré comme l'un des meilleurs du monde. Et sinon, l'addition, elle sera pour Gross. Alors, les termes du pari ont été écrits sur une nappe et stipulent que celui-ci sera payable dès que le LHC, le grand collisionneur, aura produit suffisamment de collisions haute énergie pour être certain du résultat, positif ou négatif, c'est-à-dire à savoir révéler ou pas la première particule. Et le nombre minimum de collisions nécessaires pour le prouver, c'est évalué à environ 5 quadrillons. Alors, je rappelle, un quadrillon, c'est l'entier naturel qui vaut 10 puissance 24, c'est-à-dire 1 million de milliards de milliards. Ça fait beaucoup. Un quart de siècle plus tard, dans 25 ans, le restaurant Girardet n'existe plus. En revanche, celui de LHC est en parfaite santé. Et depuis 2010, il a collecté plus de 15 quadrillons de données sans donner aucun signe de la moindre particule, alors que la gamme d'énergie atteinte aurait vraiment dû le permettre. Alors Kenneth Lane, dit qu'il est quand même temps pour Gross, qui entre-temps, en plus, a obtenu le prix Nobel de physique 2004, de payer, alors si ce n'est chez Girardet, du moins dans un autre restaurant UP de même niveau. Alors, David Gross, je veux dire, il était en effet amateur de bonne chair, comme j'ai pu le constater lors d'un dîner que j'ai partagé avec lui dans un fameux restaurant galicien lors d'une conférence commune que nous avions donnée à Madrid en 2015. Alors, aux dernières nouvelles, Lane n'aurait reçu aucune réponse à plusieurs courriers électroniques de rappel et il s'impatienterait. Voilà. Alors, si le LHC ne trouve toujours pas trace de ce particule dans les données, il se dit quand même il serait temps de passer à autre chose. Ce n'est plus de la science, ça devient pathétique, dit Lane. Alors de son côté, Gross, il n'est pas prêt du tout de le concéder. Les données sont là, mais leur analyse n'est pas terminée. Voilà. Alors, d'ailleurs, en fait, à strictement parler, la théorie SUSY, il faudrait dire les théories SUSY,
ne pourront jamais être totalement infirmées. En effet, elles contiennent tellement de paramètres libres elles pourront toujours être ajustées de façon à ce que les particules n'apparaissent qu'à des énergies de plus en plus élevées, finalement hors d'atteinte de nos collisionneurs de particules. Oui, mais évidemment, plus on ajuste des paramètres arbitraires, plus l'élégance de la théorie, qui au début en faisait l'attrait, eh bien, en prend un coup. Alors bref, donc il y a de plus en plus d'indications que, bien que Suzy soit une belle créature théorique, elle soit aussi purement fantasmatique. Voilà, donc dans une seconde vidéo, toujours consacrée à l'énigme de la matière noire, je parlerai de l'antimatière, je ferai le bilan récapitulatif de la situation actuelle, et puis je commenterai à ma façon les tentatives, pour moi assez vaines, de modifier la loi de gravité pour résoudre la question. Donc, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.